Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour mes chers élèves, je suis ravi de vous rencontrer une autre fois dans cette partie qu'on va corriger un examen régional FES MCNES juin 2018. Pour la première partie, ou bien le premier exercice, nous avons 3 questions qui sont indépendantes. La première, nous avons des phrases incomplètes dans lesquelles on va rajouter des mots accéléré, relative, la trajectoire, uniforme, corps de référence. Pour la première phrase, nous avons le mouvement et le repos sont deux notions, donc un vide. On termine la phrase car chacune d'elles est liée. Alors, elle est liée, c'est-à-dire elle dépend de quelque chose. Donc, le mouvement et le repos dépendent du corps référence, de référence, et ils sont maintenant relatives. Pour la deuxième phrase, la ligne qui lie les différentes positions occupées par un point d'un mobile est appelée, donc là c'est la trajectoire. Pour la troisième phrase, la nature du mouvement est, donc nous avons un choix à faire. Et on termine la phrase, c'est la valeur de la vitesse augmente. Donc la valeur de la vitesse augmente au cours d'un mouvement, alors elle est de nature accélérée. Et cette nature, si la vitesse reste constante, on va l'appeler uniforme. On passe à la deuxième question, qui est indépendante de la première. Nous avons un enregistrement. Donc, on enregistre pendant des durées successives et égales à 0,04 secondes la chronophotographie du mouvement d'un corps sur un plan horizontal. Le schéma suivant représente les positions occupées par un point M du corps. Alors, vous avez le point M0, il occupait cette position. Après 0,04 secondes, il va occuper cette position M1. Après 0,04 secondes, il va occuper la position M2. Après la même durée, il va occuper la position M3 et ainsi de suite. Et vous avez le sens du mouvement, c'est-à-dire on va vers la droite. Et il nous donne une échelle de distance. 2 carreaux représentent 1 centimètre. Donc, on garde le même ou bien la même chronophotographie et on cherche à répondre à la question. Quelle est la nature du mouvement du point M en justifiant la réponse? Donc, pour répondre à cette question, on remarque que la distance M0, M1 est plus petite que la distance M0, M1, M2 est plus petite que la distance M2, M3 et ainsi de suite. Alors, lors de ce mouvement, la distance parcourue pendant la même durée augmente. C'est un mouvement de nature accélérée. Et on remarque que les positions prises par le point M le long de ce mouvement forment une droite. Alors, c'est une trajectoire rectiligne. Et on dit que le mouvement du point M est rectiligne accéléré. Accéléré parce que la distance parcourue pendant la même durée augmente et elle est rectiligne. Alors, rectiligne parce que la trajectoire est rectiligne. On passe à une deuxième partie de cette question dans laquelle on nous demande de calculer la valeur de la vitesse moyenne du point M entre les positions M0 et M5 en unité légale, c'est-à-dire le mètre par seconde. Donc, nous devons d'abord écrire la relation qui lie
la vitesse moyenne à la distance et à la durée, et qui est V égale D sur T. Donc la vitesse moyenne égale à la distance parcourue sur la durée écoulée. Donc pour calculer la distance, nous allons travailler avec cette échelle. 2 carreaux représentent 1 centimètre. Donc je vais calculer le nombre de carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Je vais trouver 15 carreaux, c'est-à-dire 7,5 centimètres. Donc la distance parcourue, D, égale à 7,5 centimètres, que je dois convertir en unité légale, qui est le mètre. Donc c'est 0,075 mètres. Et la durée écoulée, entre M0 et M5, nous avons là une durée, une deuxième, une troisième, une quatrième et une cinquième. Donc nous aurons la durée égale à 5 fois 0,04 secondes, qui est égal à 0,20 secondes. Ainsi, on applique l'application numérique et on va trouver 0,375 mètres par seconde. On passe à une troisième partie qui est indépendante des deux autres, qui nous donne la situation suivante. Alors qu'une voiture roulait sur une route rectiligne à une vitesse constante V égale à 20 mètres par seconde, son conducteur a aperçu un animal qui traversait la route, un danger. Il a donc commencé à freiner après le passage d'une seconde. Donc, après une seconde, il va commencer à freiner. Il va poser son pied sur le frein, Et il s'est arrêté après avoir parcouru la distance 35 mètres du début du freinage. Alors 35 mètres, c'est la distance qui sépare le début du freinage avec le point de l'arrêt total. Donc, dans cette situation comme ça, vous avez la vitesse égale à 20 mètres par seconde du véhicule lorsqu'il a vu le danger. Et nous avons une seconde, c'est la durée entre la position de la vision du danger et le commencement du freinage. Et nous avons 35 mètres, c'est la distance parcourue pendant le freinage jusqu'à l'arrêt total de la voiture. La première question, calculer la distance dr de réaction du conducteur. Alors, la distance dr du conducteur, la distance de réaction, elle est liée à la vitesse et à la durée. Donc, on reprend les données. Ce sont les données qui nous intéressent. La vitesse moyenne de cette phase, c'est la même que la vitesse lors de l'aperçu du conducteur lorsqu'il a aperçu le danger. Une seconde, c'est la durée parcourue avant de commencer à freiner. Et nous avons 35 mètres qui ne va pas nous intéresser dans cette partie. Donc la distance de réaction, la phase de réaction, elle est symbolisée par cette flèche rouge. Donc, il est caractérisé la phase de réaction par un mouvement uniforme. Et nous avons V égale à dr sur Tr. En appliquant cette relation, la distance de réaction dr sera égale à V fois Tr. Nous avons la vitesse exprimée en mètres par seconde et la durée en secondes. Donc, on ne doit pas convertir. Et on va trouver que la distance de réaction égale à 20 mètres. Passons maintenant à une autre partie de cette question. En déduire la distance totale de l'arrêt DA.
Donc la distance DA, la distance d'arrêt, c'est la distance qui sépare la position de la voiture lorsque on va observer le danger jusqu'à l'arrêt total. Donc cette distance est partagée en deux phases, la phase de réflexion et la phase de freinage. La phase de réflexion, c'est la phase qu'on a calculé sa distance dans la question précédente, égale à 20 mètres. Et la phase de freinage, elle est donnée dans l'exercice, égale à 35 mètres. Donc on cherche la distance d'arrêt, c'est la somme des deux distances. Donc elle est signalée par cette flèche noire. Donc cette distance, c'est la distance d'arrêt. Donc on va appliquer la relation dA qui est liée à dR et dF par la relation suivante. Et on va faire l'application numérique 20 mètres plus 35 mètres qui va nous donner 55 mètres. Donc la relation dA égale à dR plus dF. Passons maintenant à une autre partie de cette question. Sachant que la voiture n'a pas heurté l'animal, c'est-à-dire il n'y a pas eu d'accident, et elle s'est arrêtée avant à une distance de 15 mètres. Alors 15 mètres va séparer la voiture de l'animal lorsqu'elle va s'arrêter. Quelle était la distance qui les séparait lorsque le conducteur de la voiture a aperçu l'animal? Donc on reprend la situation. Donc, entre la voiture, lorsqu'elle s'est arrêtée, et l'animal, il y a 15 mètres. Et il nous demande de déterminer la distance D qui sépare la voiture lorsque le conducteur a aperçu l'animal et ce dernier. Donc, on remarque que la distance d'arrêt, qui est égale à cette distance, lorsqu'on va lui ajouter ce 15 mètres, il va nous donner la distance qui les séparait dès le début. Donc, la distance qui séparait le conducteur et l'animal à l'instant où le conducteur l'a aperçu est D égale à DA plus 15 mètres. On va faire l'application numérique et on va trouver 70 mètres. Passons maintenant au deuxième exercice. C'est un exercice qui concerne la partie réservée à l'électricité et dans lequel une installation électrique d'une maison possède plusieurs appareils électriques dont un chauffage électrique qui porte l'indication 1000 watts de 120 volts, des lampes, chacune d'elles porte l'indication 60 watts de 120 volts, c'est-à-dire les lampes sont identiques, semblables, et un fer à repasser qui porte l'indication 1500 watts de 120 volts. La première question, on nous demande de donner la signification physique des indications 1000 watts et 220 volts qui sont marquées sur l'appareil de chauffage électrique. La réponse est, pour 1000 watts, c'est la puissance nominale. Donc la réponse cherchée. Et pour plus d'explications, cette puissance qui est nominale, ça veut dire c'est la puissance électrique consommée par l'appareil lorsqu'il fonctionne normalement. Et la valeur de 120 volts, c'est la tension nominale, c'est la réponse cherchée. Et pour bien expliquer c'est quoi cette tension nominale, c'est la tension sous laquelle l'appareil fonctionne normalement. C'est-à-dire pour que cet appareil de chauffage fonctionne normalement, on doit lui appliquer une tension égale à 220 volts. Pour la deuxième question, on nous demande de calculer I, l'intensité du courant électrique qui traverse le chauffage lorsqu'il fonctionne normalement. Alors, le chauffage électrique, c'est un appareil
de chauffage, c'est-à-dire qui transforme l'énergie électrique en énergie thermique. Et comme il fonctionne normalement, alors on peut appliquer la relation P égale à U fois I. Alors les deux conditions sont réalisées, donc un appareil de chauffage et le fonctionnement normal. Donc pour calculer l'intensité I égale à P sur U, et on remplace P par sa valeur 1000 watts et U par sa valeur 220 volts pour trouver la valeur 4,54 ampères. Pour la troisième question, vous avez calculé la résistance R du chauffage électrique. Donc le chauffage électrique, c'est un conducteur ohmique dans lequel on peut appliquer la loi d'Ohm. Donc la loi d'Ohm est U égale à R fois I. U en volts, R en ohms et I en ampères. Donc on cherche la résistance R. Pour cela, R elle est égale à U sur I. Et on applique la loi, on remplace chacune par sa valeur et on trouve 48,46 ohms. C'est une valeur qui est approximative. Là, vous avez une autre relation ou bien d'autres relations pour calculer la résistance R, mais on cherche la plus simple. Quatrième question. La puissance électrique maximale, elle est fixée à cette installation à 3550 watts. On l'appelle la puissance maximale. Quel est le nombre maximum de lampes qui peuvent fonctionner en même temps avec l'appareil de chauffage et le faire repasser sans qu'il y ait coupure du courant électrique, en justifiant la réponse. Donc, pour qu'il n'y ait pas de coupure, il faut que la puissance totale soit inférieure à la puissance maximale. Et pour ça, on doit écrire la puissance totale. C'est la somme des puissances des appareils qui fonctionnent en même temps. Vous avez 1500 watts, la puissance du fer à repasser, et vous avez 1000 watts, la puissance de l'appareil de chauffage, et vous avez 60 watts, la puissance de chaque lampe. Donc nous avons des lampes, donc on va les remplacer leur nombre, on va remplacer leur nombre par n. Toute cette puissance doit être inférieure à 3550. Donc on aura une inéquation avec un seul inconnu. Donc on résout cette inéquation et on trouve n inférieur à 3550 moins 1500 qui va passer à ce côté, il va changer de signe, ainsi que 1000. Et on va la diviser par 60. On trouvera que le nombre est inférieur à 17,5 lampes. Donc, si on veut qu'il n'y aura pas de coupure du courant électrique, il faut que le nombre des lampes soit inférieur à 17,5. La plus grande valeur entière naturelle inférieure à 17,5 est 17. Donc, le maximum de lampes est 17. Passons maintenant à la cinquième question, dans laquelle on nous dit que l'appareil de chauffage est une lampe, une seule lampe, fonctionne pendant une durée égale à 30 minutes, une demi-heure. 5.1, première partie de la question.
calculer l'énergie électrique E consommée pendant cette durée en watts-heure et en joules. Le joule, c'est l'unité universelle et le watt-heure, c'est l'unité usuelle parmi d'autres. L'unité légale universelle, c'est le joule et l'unité qu'on peut trouver dans la vie courante est le watt-heure comme le kilowattheure, etc. Donc, l'énergie E consommée est donnée par la relation. Donc, E, elle est liée à d'autres grandeurs physiques qui sont E égale à P fois T. P, la puissance, et T, la durée. Donc, pour trouver la valeur en watts-heure, on doit remplacer P par sa valeur en watts, c'est-à-dire la puissance de l'appareil de chauffage, et la puissance de la lampe, la puissance totale de ces deux appareils. On va la multiplier par la durée, qui égale à 30 minutes. Mais comme nous devons répondre en watts-heure, on doit donner la durée en heures, c'est-à-dire convertir 30 minutes en heures. Donc, si vous faites le calcul, vous allez trouver 530 watts-heure. On nous demande aussi de convertir cette énergie en joules. Donc, nous savons que 1 watt-heure égale à 3600 joules. Et on remplace cette valeur. Donc, nous aurons 530, ce qui est la valeur à côté du watt-heure, multiplié par 3600. Et le résultat qu'on va trouver est 1 908 000 joules. La dernière question de cet exercice, on nous demande de calculer la valeur n, le nombre de tours du disque du compteur, sachant que sa constante est C égale à 5 watts heure par tour. 5 watts-heure par tour. Donc, nous avons une autre relation qui lie l'énergie avec d'autres paramètres qui sont le nombre de tours et la constante du compteur. Donc, pour calculer n, c'est E sur C. N égale à E sur C. Comme C est donné en watts-heure par tour, on doit remplacer la valeur de l'énergie avec la même unité qui est le watt-heure. Et nous aurons 530 sur 5 égale à 106 tours. Le troisième exercice de cet examen concerne la partie des forces et dans lequel nous avons l'énoncé suivant. On suspend un corps S de masse M égale à 600 grammes à l'extrémité d'un fil alors que l'autre extrémité est fixée à un support, voir schéma. Donc le schéma, il est à côté. Nous avons un corps qui est suspendu à un fil et l'autre extrémité du fil est liée à un support. Les données, vous avez l'intensité de la pesanteur sur le sol de la Terre et G égale à 10 newtons par kilogramme. Donc la première question, faire le bilan des forces appliquées sur le corps S. Pour faire le bilan des forces, on doit déterminer d'abord le corps à étudier, ensuite les forces de contact ainsi que les forces à distance. Donc, pour cela, le système étudié est le corps S. Les forces de contact, nous avons une seule force qui est la force appliquée par le fil sur le corps S, qu'on note F avec une flèche. La force à distance, ce qu'on appelle le poids du corps S. On la symbolise par un P. La deuxième question, classer les forces
en force localisée et force répartie. Donc, nous avons la force F, elle est appliquée par le fil sur le corps S et elle est localisée parce que le point de contact ou bien la surface de contact est très localisée en un seul point. Par contre, la force P, elle est répartie parce que cette force s'applique sur l'ensemble du corps. Plusieurs points. Ensuite, nous avons la troisième question dans laquelle on nous demande de calculer l'intensité du poids du corps S. L'intensité du poids du corps, c'est l'intensité de la force P. Donc, d'après les données, on a ce corps a une masse égale à 600 grammes et l'intensité de pesanteur G égale à 10 newtons par kilogramme. Alors, on applique la relation qui les lie. P égale M fois G. P en newton, M en kilogramme, G en newton par kilogramme. Donc, comme M il est donné en kilogrammes, et là vous avez la masse en grammes, on doit convertir. On convertit la masse en kilogrammes, 600 grammes égale à 0,6 kg, et on applique l'application numérique et nous aurons 6 newtons. La quatrième question, dans laquelle on doit représenter sur la figure les forces appliquées sur le corps S en choisissant l'échelle 3 newtons pour 1 cm. Chaque centimètre représente 3 newtons. Pour cela, les forces sont représentées par des segments fléchés. Le segment fléché a des caractéristiques. Le segment fléché a une origine. Pour la force F, l'origine, c'est le point d'application. C'est le point A. Le segment fléché a une direction. Cette direction, c'est la droite d'action de la force F, et qui est la verticale passant par A. La verticale passant par A. Le sens du segment fléché, c'est le sens de la force F, c'est-à-dire de A vers le haut. Donc nous avons le fil et il tire le corps S vers le haut, donc du point A vers le haut. Et le segment fléché a une longueur. Cette longueur, elle est déterminée d'après l'intensité de la force et d'après l'échelle. Donc, 3 newtons est représenté par 1 cm. Nous avons là notre intensité 6 newtons. Elle doit être représentée par 2 cm. Donc, on va représenter cette force par un segment fléché de longueur de cm. Pour la force P, on procède de la même façon. Donc, le vecteur ou bien le segment fléché qui va représenter la force F doit avoir une origine. Et l'origine est le point d'application, qui est le centre de gravité G du corps S. Segment fléché doit avoir une direction, c'est la verticale passant par G, c'est-à-dire de ce point et cette direction qui va porter le vecteur, ou bien le segment fléché. Le segment fléché a un sens, et le sens est le même que le sens de la force, de G vers le bas. Donc le segment fléché va commencer de G vers le bas. Pour sa taille et sa longueur, on va utiliser la même échelle. Donc la taille du segment fléché sera 2 cm.
du point G vers le bas. Pour la dernière question, on nous demande de calculer l'intensité du poids du corps, c'est-à-dire l'intensité P, sur le sol de la Lune, là où la valeur de l'intensité de pesanteur, G de la Lune, est le 1/6, 1 divisé par 6, de sa valeur sur le sol de la Terre. C'est-à-dire que G sur la Lune égale à 1/6 fois G de la Terre. Pour cela, on doit appliquer la relation P en newton égale à M en kilogramme fois G en newton par kilogramme. Comme la masse est une valeur invariable, c'est-à-dire le corps ne va pas changer de masse, même s'il passe de la Terre vers la Lune. Par contre, G, elle est variable. C'est pour ça qu'on a donné G de la Lune en fonction de G de la Terre. G de la Terre, on la connaît d'après l'énoncé. Donc, G de la Lune, 1/6 fois G de la Terre, alors que la masse est invariable. 600 grammes, elle doit être convertie en kilogrammes, c'est-à-dire 0,6 kg. Et on aura P sur la Lune, 1/6 fois 10, c'est-à-dire cette valeur, c'est G sur la Lune, fois 0,6 kg, qui est la masse du corps qui est invariable. Le résultat trouvé est 1 newton. Merci pour votre attention et à bientôt.